Bienvenue à tous, on met le journal sur pause. Et on prend le temps de s'arrêter avec Pierre-Yves Dermagne et sa double actualité. Arizona oblige, le Rochefortois a pris la tête de l'opposition socialiste au Parlement fédéral, mais il est aussi revenu sur ses terres où il est désormais premier échevin en charge notamment des finances. Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est le moment de s'accorder une pause pour mieux comprendre le monde qui nous entoure. Notre invité de ce soir va nous amener des travées du Parlement fédéral à l'hôtel de ville de Rochefort. Avec la mise en place du gouvernement Arizona, il a perdu son poste de vice-premier pour devenir député fédéral dans l'opposition et chef du groupe PS. Un mandat qui n'est pas incompatible avec un mandat local. Il est donc également premier échevin de la ville de Rochefort. Pierre-Yves Dermagne, bonsoir. Bonsoir. Alors, au-delà de votre santé, je vais quand même vous demander comment ça va, parce que ça faisait maintenant 5 ans, depuis septembre 2019, que vous étiez ministre wallon et puis ministre fédéral. Est-ce qu'il y a comme ça une impression de vide au moment où ça s'arrête? Non, absolument pas. Moi, j'ai toujours considéré la politique et l'engagement politique comme quelque chose de temporaire. Je l'ai toujours dit, moi j'ai jamais eu de plan de carrière et j'ai toujours dit aussi que je ne vieillirai pas en politique. C'est une question d'engagement, c'est aussi une question de respect par rapport à la jeune génération. Mais ça c'est des phrases, j'ai envie de dire, mais il y a quand même le côté humain des choses, quand on s'est investi autant pendant autant de temps, de se dire tout d'un coup... Voilà, ça s'arrête. Non, ça s'arrête pas. Enfin, l'engagement prend une autre forme. Moi, je suis très heureux des fonctions que j'exerce maintenant à la ville de Rochefort comme échevin des finances et de la culture en particulier. Et je suis très heureux de mener l'opposition, parce qu'on est le premier groupe d'opposition au Parlement fédéral avec le Parti socialiste. Et je suis très heureux de mener ce travail-là, en contact avec le terrain, en contact avec la rue, parce que cette semaine a été une semaine particulièrement compliquée et tendue et agitée. Donc moi, il n'y a pas du tout de sentiment de vide, de regret. De rancœur, non. Ah non, pas du tout. Non, mais je le dis vraiment. Je pense que ça se voit, mais ça s'entend peut-être pas. Je disais au-delà de votre santé. Oui, ça fait 3 semaines que je traîne un virus comme beaucoup de nos concitoyens. Rien de grave, fort heureusement. Et puis on a la chance d'avoir encore des bons médecins en Wallonie, en Belgique et à Rochefort en particulier, même s'ils ne sont pas assez nombreux. Donc vraiment pas de regret, pas de frustration, pas d'amertume. Alors pendant la campagne communale, vous aviez pris l'engagement de dire je serai, si les Rochefortois me font confiance, bourgmestre et je laisserai tomber mon poste de ministre. Alors les Rochefortois ne vous ont pas fait confiance à ce point-là et donc vous êtes premier échevin. Est-ce que c'est répondre à la promesse que vous avez faite aux Rochefortois de cumuler ça avec un poste de chef de groupe PS, parce que effectivement depuis l'Arizona on vous a beaucoup vu, on vous a beaucoup entendu dans les médias nationaux. Est-ce que c'est pas une façon de un petit peu avoir trompé les Rochefortois sur cet engagement-là? D'abord je précise, comme je l'avais fait quand j'étais député bourgmestre, je ne cumule pas financièrement, donc mon traitement à la ville de Rochefort, il est reversé au Parti socialiste, qui le reverse lui-même à ce qu'on a une fondation, la Fondation des Solidarités. Mais au-delà du salaire, laisse-moi quand même préciser ça. Et donc l'objectif, et comme je l'ai fait il y a 7 ans maintenant, 6 ans, 7 ans, cet argent-là, il est reversé à des associations locales, rochefortoises, à des gens dans le besoin, à des porteurs de projets. Donc c'est pas une question financière, c'est pas une question d'argent. Et puis je suis quelqu'un qui a toujours énormément travaillé. C'est ce que mes parents m'ont inculqué. Moi j'ai toujours connu mes parents travailler quasiment 7 jours sur 7, samedi et dimanche compris, qui n'est pas forcément un bon exemple pour la vie de famille. On est rarement parti en vacances plus loin que Paris ou Londres et que quelques jours. Ça a été mon enfance, ma jeunesse, et donc j'ai toujours connu un environnement familial où on travaillait beaucoup. Je pense que j'ai je le dis très humblement, je pense que j'ai une capacité de travail importante, j'ai toujours connu ça, j'ai besoin de ça aussi. Voilà. Donc vous vous engagez auprès des Rochefortois, ils ont un premier échevin, un échevin des finances à temps plein. Oui, tout à fait. Comme les autres membres du collège, il y en a qui cumulent avec une profession. Hein. Je veux dire, Grégory Jacquet est resté infirmier. Il a organisé son temps de travail pour être suffisamment disponible. C'est tout à fait normal. Louise Merthe s'est lancée dans la restauration avec beaucoup de succès et je l'en félicite. Elle dégage aussi du temps pour assumer ses fonctions. Je pense que c'est une question à la fois de capacité de travail, d'organisation, de discipline.
Moi hier, j'étais à 7h, 7h15 à l'hôtel de ville. J'étais pas le premier parce qu'il y avait une employée communale qui était là avant moi. J'ai fait le café, j'ai fait mes mails, j'ai fait mes dossiers. Je suis parti à Bruxelles chez votre homologue Fabrice Grosfilet, la télé locale de BX1, et puis je suis revenu à Rochefort pour travailler et pour fêter la Saint-Valentin. Allez, très bien. Alors on va quand même en venir à vos compétences ici à Rochefort, mais quand même revenir quand même sur la formation de cette coalition à Rochefort qui a fait beaucoup parler d'elle. Vous avez compris qu'au-delà, on sait, cette majorité composée du deuxième et du troisième parti, en laissant Avenir Citoyen dans l'opposition alors qu'ils arrivaient en tête des élections. Sur le plateau, le soir des élections, vous, Monsieur Defoe, dites Madame Mullens à la main, une heure et demie après, l'accord l'accord de majorité est signé. Vous avez compris que ça puisse mal passer auprès des Rochefortois. Oui, bien entendu. Et moi, j'ai toujours dit que c'était normal qu'il y ait une frustration, voire une colère qui se manifeste. Par contre, j'ai regretté et j'ai condamné la forme que ça avait pris le lundi matin. La manifestation devant l'hôtel de ville. Je le répète, des comportements inacceptables, des propos inacceptables, des injures, des menaces. Et comme vous le savez, il y a d'ailleurs une information judiciaire qui a été lancée par le parquet de Namur à sa propre initiative, sur la base des images, sur la base des retours de terrain. Je trouve que c'est inacceptable, je le redis. Est-ce que vous avez un petit peu aussi... alors je reviens sur le fond. Moi, j'ai dit sur le plateau qu'effectivement, Mme Mullens avait la main, mais il fallait qu'elle la prenne. Moi, j'ai quitté votre plateau en lui disant « Je suis disponible, tu peux m'appeler ». Vous lui avez pas laissé j'ai pas eu de coup de tête. Écoutez, on va être clair. Quand on fait de la politique et quand on sort le soir des élections où c'est 8, 7, 6, on sait qu'il faut se dépêcher. Et surtout quand on vient d'un contexte, d'un climat qui a été particulièrement difficile avec Corinne Mullens, on ne va pas se le cacher. Moi, j'ai tiré à plusieurs reprises la sonnette d'alarme, je l'ai vu, je lui ai dit, écoute, tu dois mettre de l'eau dans ton vin, tu dois pouvoir travailler en équipe, tu dois pouvoir déléguer, tu dois pouvoir respecter les membres du collège communal, les membres du conseil communal. Et malheureusement, ce message-là, elle ne l'a pas entendu. C'était elle, sa personne, qui posait problème. Pas vis-à-vis de moi personnellement. Moi, je l'ai désignée comme bourgmestre faisant fonction. Et elle avait toute ma confiance. Et quand, au sein de la majorité, et singulièrement au sein du groupe MR, on nous a dit c'est plus possible de travailler avec Corinne, moi j'en ai tiré les conséquences. Parce que c'était effectivement devenu quasiment impossible. Ça freinait toute une série de dossiers. L'ambiance était devenue totalement délétère, il n'y avait plus de cohésion au sein du collège, ça se ressentait aussi au niveau du personnel communal et de l'hôtel de ville. Par contre, moi je suis quelqu'un de respectueux et d'humain, et c'est la raison pour laquelle Corinne Mullens a pu rester dans le collège. Certains voulaient, et singulièrement au sein du groupe MR, qu'elle soit définitivement hors du collège. Je trouvais que par rapport au travail qu'elle avait fourni, par rapport à ses qualités personnelles aussi, parce que je ne veux pas noircir le tableau, elle avait encore sa place au collège. Malheureusement, elle n'a pas saisi cette main tendue. Et la campagne a été objectivement difficile, avec des attaques personnelles vis-à-vis de moi, vis-à-vis de mon entourage. Mais au-delà et ce sont des choses qui laissent des traces. Pour revenir au lendemain des élections, et pas sur le choix du partenaire, mais est-ce que vous vous êtes dit on aurait dû faire les choses autrement, on aurait dû communiquer autrement on a eu le sentiment, peut-être chez certains, de dire on vote pour rien, et peut-être que cette décision mal expliquée peut-être vous a encore éloigné des citoyens en disant on vote et les politiques finalement font ce qu'ils veulent. Vous vous dites peut-être on aurait dû expliquer les choses, prendre le temps de communiquer autrement, ou oui, pas doute. Du tout. Oui, tout à fait. Moi, je fais mon examen de conscience. Je ne dis pas que tout a été bien fait, je ne dis pas que tout était parfait, mais je répète aussi que nous étions troisième. On n'avait absolument pas la main. Moi, j'ai répondu au premier qui m'a sollicité, qui m'a téléphoné, mais je le répète, ici, en sortant de votre plateau, j'ai dit à Corinne Mullens, je suis disponible, tu peux m'appeler à n'importe quelle heure. Et comme vous le savez, puisque maintenant je pense que c'est public, elle ne l'a pas dit à ses partenaires, elle ne l'a pas dit à Thierry Lavis, elle ne l'a pas dit à Laurent Libotte. Ils l'ont appris par après, et je pense qu'ils lui en ont voulu.
Allez, on va avancer sur l'avenir maintenant, hein, puisque cette majorité est en place. Et vous êtes, je le disais, Échevin, en charge des finances. Premier budget, il y a quelques semaines à Rochefort, 22 millions d'euros, alors que celui de 2024 était de 34 millions. Donc en investissement. Hein, donc, oui, un budget extraordinaire. Oui. Une baisse significative, ce qui fait dire à l'opposition, voilà, on avait en 2024 un budget électoral à Rochefort, on annonce des choses et puis on ne les fait pas. C'est une critique que vous avez entendue ? D'abord, il y a toujours une difficulté par rapport à la programmation des investissements. Et moi, c'est quelque chose sur lequel je veux vraiment qu'on travaille. Je veux plus qu'on inscrive quelque chose qui ne soit pas réalisable. Et parfois, on inscrit aussi des budgets et des montants importants parce que on a l'espoir on a une promesse de subside ou l'espoir d'un subside qui va intervenir. Et si on ne l'inscrit pas au budget, il faut quand même l'expliquer aux téléspectateurs, on ne peut pas le faire. On peut pas le faire. Et donc il faut attendre une modification budgétaire, il faut préparer une modification budgétaire, il faut la faire voter au conseil communal, il faut qu'elle soit validée par le ministre ou la ministre de tutelle. Et donc ça prend, allez, je dirais, entre 4 et 5 mois. Donc c'est 4 à 5 mois de perdu. Et donc c'est aussi une des raisons qui explique pourquoi parfois le budget extraordinaire, donc l'extraordinaire, ce sont les investissements, hein. Ce sont les routes, ce sont les bâtiments, ce sont les projets sportifs. Et je pense qu'on doit vraiment essayer effectivement d'avoir quelque chose qui colle mieux à la réalité. C'est un travail de chaque instant, il faut être aussi beaucoup plus rigoureux, dès la conception du projet jusqu'à son aboutissement. Mais je pense que les gens ne sont pas idiots. Et les citoyens ne sont pas idiots. Ils voient les réalisations, ils voient les avancements. On le voit aujourd'hui avec... On ne gouverne pas par effet d'annonce, c'était un peu ça le reproche. Non, parce que je pense que quand celles et ceux qui le font, ils sont sanctionnés. Au final. Et donc, les gens voient... Parce que le reproche, c'était on budgète un gros projet avec des gros montants, et puis finalement, on se rend compte qu'on n'a ni les moyens financiers, ni les moyens humains, peut-être, pour le mener à bien, et donc on réduit progressivement la voilure. Non, il y a aussi parfois des circonstances qui le font. Je prends un exemple. On avait un gros projet de rénovation et d'extension du hall sportif de Jemelle. Et puis, les inondations ont fait que, on a dû revoir notre copie, et c'est normal. Et parce que les pouvoirs subsidiants nous ont dit mais on ne va plus mettre de l'argent pour construire une extension du hall sportif à Jemelle, à cet endroit-là, parce que c'est une zone sensible, et on l'a vu malheureusement et tragiquement, au niveau des inondations. Et donc on a dû revoir le projet de fond en comble. Et on l'a revu significativement à la baisse. Donc on va rénover le centre sportif de Jemelle. On va réaffecter les espaces, mais c'est clair que c'est plus le projet à 6 millions d'euros tel qu'il avait été pensé au début, parce que le tennis, parce que l'académie de football vont être installées ailleurs. On avait au départ la volonté d'avoir vraiment un pôle sportif à cet endroit-là. Et ça, forcément, les circonstances et la modification des politiques de subvention de la région font en sorte, de manière tout à fait compréhensible et légitime, que ce projet-là a été fondamentalement revu. Et là, on parle d'inondation, mais est-ce que de manière générale, les pouvoirs locaux ont encore une autonomie sur ces gros projets-là où on est obligé de gouverner en fonction des appels à projets et des subsides qui sont sur la table? On a parfois le sentiment, et c'est pas propre à Rochefort, hein, qu'on gouverne en naviguant à vue entre les appels à projets de la région. C'est quelque chose qui n'est plus vraiment dans les mains des autorités communales. Non, alors il y a plusieurs raisons. D'abord, il y a la complexité et la technicité des projets. Et c'est clair que dans une petite commune comme Rochefort, même si elle est grande en termes de territoire, on n'a pas forcément toutes les ressources pour pouvoir mener à bien des projets tels que ceux-là. Ça veut dire qu'on doit faire appel à des experts, à des intervenants extérieurs, que ce soit des intercommunales comme le BEP ou comme l'INASEP, ou que ce soit des bureaux d'études, d'architectes privés. Mais je parlais même de la prise de décision. Donc il y a ce premier élément-là. Et le deuxième, il est effectivement financier. Et moi, je me suis toujours battu contre cette politique des appels à projets. Il y a des ministres qui étaient spécialistes de ça, des appels à projets. Moi, quand je découvrais le courrier à l'hôtel de ville, en envoyant des appels à projets, en disant on va devoir mettre 4 ou 5 agents sur un projet où finalement on va nous donner 25 000 euros à la fin. Ça coûte finalement plus cher d'instruire le dossier que le subside dont on peut éventuellement espérer l'obtention au bout d'un an, 2 ans de travaux. C'est la raison pour laquelle j'ai toujours plaidé pour la technique des droits de tirage. Qu'est-ce que c'est ? Ça veut dire que par commune ou par groupe de communes, on sait qu'on a chaque année ou sur plusieurs années un budget
d'autant, ce qui permet, et dans lequel on va puiser avec bien entendu une série de conditions. On doit respecter les marchés publics, on doit respecter toute une série de normes environnementales ou techniques pour les routes ou ce genre de choses, mais ça permet quand même beaucoup plus de souplesse et ça permet aussi de ne pas devoir dépendre de la signature d'un ou d'une ministre dont on sait, ça c'est vraiment un des mots wallons, que c'est quand même très souvent, ou en tout cas ça l'a été trop souvent une question de copinage politique, d'influence. C'est étrange que vous disiez ça parce que le Parti socialiste a été quand même très très longtemps au pouvoir en Wallonie, et vous parlez de copinage, c'était aussi quelque chose qu'on reprochait au cabinet et aux ministres socialistes. Sauf que ce sont les socialistes qui ont mis en place les droits de tirage. C'est Paul Furlan, un de mes prédécesseurs, malheureusement trop tôt décédé, qui a plaidé pour ça, qui s'est battu pour ça. Ça n'est pas encore la norme. Et alors on ne l'a pas encore partout. Mais c'était des exemples, les appels à projets du ministre Carlo Di Antonio, CDH, du ministre André Antoine, CDH, c'était connu de tous les municipalistes, de tous les mandataires locaux, comme étant vraiment devenu quelque chose à la fois, j'allais dire, c'était quasiment devenu une blague, hein, tellement on en riait, et malheureusement on parle d'argent public, on parle du quotidien des gens. Et donc, c'était une mauvaise blague. Et donc, on doit vraiment revoir ça de manière significative. Il y a déjà des choses qui ont été mises en place, je le répète, avec Paul Furlan au niveau ce qu'on appelle les travaux subsidiés pour les communes. Moi, je l'ai fait au niveau du logement, en tant que ministre du Logement, avec un véritable droit de tirage par commune ou par société de logement, pour permettre justement beaucoup plus d'autonomie, beaucoup plus de souplesse et aussi beaucoup plus de programmation. Alors l'autonomie, ça va aussi avec des finances communales saines, évidemment. On entend beaucoup les entités locales s'inquiéter, d'une part, d'avoir leurs recettes qui dépendent de la région et du fédéral diminuer, avec notamment le fonds des communes, le gel des APE, etc. Et d'autre part, d'avoir des frais qui sont un peu imposés aussi par les pouvoirs supérieurs, notamment de financer la police, et donc de se dire, voilà, finalement, les communes ne sont plus maîtres de leur destin parce qu'il y a cette épée de Damoclès financière. On entendait Ivoire cette semaine dire on arrête toute une série de projets parce qu'on ne veut surtout pas être mis sous tutelle par la région. En tant qu'échevin des finances maintenant, et peut-être plus en tant qu'ancien ministre, c'est aussi quelque chose qui vous inquiète ? Oui, c'est quelque chose qui m'inquiète, et pas plus tard qu'hier matin, moi j'ai à 6h30, 7h du matin envoyé un mail à mes collègues du collège en leur disant d'être particulièrement attentifs aux nouvelles demandes financières, parce qu'on va effectivement vers des années qui vont être des années difficiles, où chaque euro va compter. Je dirais même chaque centime d'euro va compter, et parce que je ne veux pas que ce soit le personnel communal qui soit la variable d'ajustement, sur lequel finalement on fait peser les économies. On a la chance d'avoir un bon personnel communal, avec des gens compétents, avec des gens engagés, motivés, et c'est absolument essentiel, et c'est peut-être la première richesse d'une administration communale avant les mandataires et les hommes et les femmes politiques. Et je tiens d'ailleurs à les remercier toutes et tous qui font en sorte que la commune de Rochefort Mais qu'est-ce que des communes comme Rochefort, les petites communes peuvent faire? Parce qu'on sent bien qu'on ne mettra pas Liège ou Charleroi en banqueroute, mais qu'est-ce que les petites communes peuvent avoir comme levier pour peut-être dire à la région ou au fédéral, maintenant ça suffit, ou par exemple sur les pompiers, tenez les engagements que vous aviez faits. Est-ce que vous avez vraiment une marge de manœuvre par rapport à ça? Je dirais qu'il y a deux choses. D'abord, on doit montrer l'exemple. Et vous citez l'exemple des pompiers, il y a une responsabilité fédérale, et moi je l'ai dénoncé quand j'étais ministre wallon. J'ai saisi le comité de concertation, donc ça veut dire que c'est le ministre wallon qui va... Vous étiez ministre wallon en 2019, oui, ça n'a pas changé. Hein. Non, donc, je l'ai fait, mais j'ai aussi dit qu'il y avait une responsabilité au niveau de certaines communes. Je prends quelques exemples. Il y a beaucoup de communes, avant le passage en zone de secours, où chaque commune, presque chaque commune, avait sa caserne de pompiers et donc était maître de son service d'incendie. Il y a une série de promotions qui ont été données. Il y a, on a fait parfois une armée mexicaine de chefs
sans tenir compte des réalités et des besoins de terrain, et notamment des hommes et des femmes du feu, même si on n'a pas encore assez de femmes du feu. Et donc on doit aussi être irréprochable par rapport à ça. Et on doit montrer l'exemple, mais on doit aussi effectivement rappeler au pouvoir subsidiant qu'ils doivent respecter leurs engagements, ils doivent éviter les transferts de charges. C'est vrai avec les pompiers, mais c'est vrai aussi avec les décisions qui viennent d'être prises par l'Arizona, avec la future réforme fiscale, qui va faire en sorte que 25% du montant ou de la facture de la réforme fiscale au niveau fédéral vont être payés par les régions et par les villes et communes. Il y avait moyen de faire autrement. Moi, quand j'étais au gouvernement fédéral, on avait un autre projet pour travailler différemment et faire en sorte que l'impact sur ce qu'on appelle l'entité 2, donc les régions et les communes, soit particulièrement limité. C'est aussi ce sont aussi des choix politiques, et donc il faut assumer. Mais là, on a l'impression que c'est un peu David et Goliath, qui que ce soit au pouvoir, au fédéral ou à la région d'ailleurs. Est-ce que ça implique finalement que les petites communes, et dans l'arrondissement de Dinan, j'inclus tout le monde, n'ont pas assez de poids, et donc on va effectivement être obligé d'une façon ou d'une autre de fusionner ces communes pour qu'elles aient un poids suffisant pour pouvoir justement amortir ce genre de politique. Moi, je l'ai dit quand j'étais ministre des pouvoirs locaux. J'ai dit on ne fera pas l'économie d'une réflexion sur des fusions de communes. Et je pense que maintenant, c'est une idée qui est en train de se faire. Et j'ai toujours dit aussi, c'est pas forcément Marché Rochefort qui devrait, pour prendre un exemple qui nous concerne, qui nous concernait, c'est pas forcément ces deux-là qui devraient fusionner en premier. Mais autant on a déjà eu Bastogne et Bertogne. Oui, donc premier, c'est fini. Mais on a vraiment des toutes petites communes en province de Namur, en province du Luxembourg. Il y a des communes de 3 à 4 000 habitants avec des territoires qui sont importants. Je pense qu'aujourd'hui, ça devient difficilement gérable. Aussi parce que les citoyens sont en droit d'attendre un niveau de service public, un niveau de service à la population, je dirais pas identique que dans les grandes villes, mais en tout cas un niveau de service qui soit quand même élevé, parce que les gens payent des impôts aussi dans les petites communes, et parfois plus que dans certaines grandes villes. Donc ça veut dire qu'effectivement, et je le répète, je pense qu'on ne fera pas l'économie de fusion de communes. La Flandre a lancé le mouvement, et c'est sans doute beaucoup plus facile en Flandre parce que le territoire est beaucoup plus dense, beaucoup plus imbriqué, et donc on voit plus forcément, on ne perçoit plus forcément les limites territoriales et les limites administratives d'une commune à l'autre. Et donc ça se fait de manière sans doute plus facile et plus naturelle. Mais je pense qu'avant ça, il y a une réflexion sur la collaboration entre communes. On n'est plus, je pense, à une époque et à un temps où chaque commune doit avoir sa piscine, chaque commune doit avoir sa piste d'athlétisme, chaque commune doit avoir... Je pense qu'on doit... Avant de fusionner, c'est vers des synergies comme celle-là. Des synergies, il faut oser dire... et je le dis pour Rochefort, que si on investit dans un projet, c'est peut-être pas forcément sur le territoire de Rochefort qu'il sera localisé, mais peut-être... Vous parlez d'un stade de football, là. C'est vous qui parlez d'un stade de football, mais voilà, mais c'est aussi un exemple, c'est un exemple récent. C'est un exemple qui n'était pas un exemple issu du public, mais d'un opérateur privé. Et c'est aussi un exemple qui démontre que le privé a aussi des difficultés parfois à monter des projets et à les réaliser, puisque vous évoquiez tout à l'heure les budgets extraordinaires, les budgets d'investissement entre guillemets gonflés, parce qu'à un moment on a un projet et puis on se rend compte qu'il est difficile à réaliser. C'est vrai aussi pour un privé, on vient de le vivre avec l'Union Rochefortoise et avec Nicolas Loise. Donc voilà, je pense qu'il faut aussi parfois se dire que l'herbe n'est pas forcément plus verte ailleurs, mais je reviens là-dessus. La collaboration, les synergies entre communes, elles sont essentielles. Ça peut passer aussi par ça veut dire que Rochefort, l'achat de matériel. Rochefort fusionné avec Marche ou avec une autre commune sous cette mandature-ci, ou du moins une réflexion beaucoup plus concrète, c'est pas à l'ordre du jour. D'abord, on a des priorités. On a décidé, par exemple, à la ville de Rochefort, de mener ce qu'on appelle une étude organisationnelle sur la structure de l'administration, avec le bureau économique de la province de Namur, et c'est lui qui va être chargé de cette étude-là, pour avoir finalement un regard extérieur, parce qu'on est les mains dans le cambouis et le nez sur le guidon, et parfois on manque un peu de recul. Et de se dire, est-ce que finalement ce service-là est bien organisé? Est-ce que nos procédures sont les plus efficaces et les plus efficientes? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de mettre de l'huile dans les rouages? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de fusionner certains services? Et je pense que les économies, on doit d'abord les faire dans cette logique-là. Et le plus facile, c'est là où on est à la manœuvre. Et donc,
à la fois au niveau communal, à la fois au niveau du CPS, et que c'est quelque chose qu'on a lancé avec Jannick Lejeune, la présidente du CPS de Rochefort, en se disant, et avec les deux administrations respectives, les deux directeurs généraux, le directeur général de la ville de Rochefort et la directrice générale du CPS, en se disant, est-ce qu'il n'y a pas une série de services que l'on peut mettre en commun? Je prends un exemple, un service informatique, un service du personnel. Donc on va d'abord regarder Rochefort avant de se dire peut-être... Oui, je pense que c'est la logique même, mais en étant ouvert à des collaborations avec des communes voisines, Marche, Ciney, pourquoi pas, et à la fois sur des questions d'investissement, de bâtiments, d'infrastructures, à la fois de certains services, et parfois des choses un peu plus basiques et peut-être moins coûteuses. Est-ce qu'on a tous besoin d'avoir tel type de camion, tel type de machine? Est-ce qu'on pourrait pas... Je crois qu'on a compris, parce que oui. on doit devoir à un moment donné relancer. Merci Pierre-Yves Dermac d'être venu nous expliquer tout ça. Allez, le journal sur pause, ça s'arrête ici tout de suite. On appuie sur play donc pour un nouveau live de Showcase. Les jardins de la Molinier accueillent Moonstone. C'est un groupe pop-rock émergent de la Louvière qui s'est fait notamment remarquer en remportant l'envol des cités, ce qui a permis à ces jeunes de 20 ans d'ouvrir le festival de Ronquière devant 20 000 personnes. Alors si vous aimez Muse, vous allez apprécier Moonstone. Demain, vous retrouverez Laurent Dozimon aux commandes du journal. Merci d'avoir choisi de vous informer en notre compagnie. Passez une belle soirée et à lundi.